Bien, bonjour à tous ceux qui se connectent. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire de l'I2FE. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter dans de bonnes conditions. Et je vous propose qu'on démarre voilà, à midi 2, midi 3, histoire que tout le monde soit connecté. Allez, bonjour à tous. Je vous propose qu'on démarre, histoire de respecter le timing annoncé. Avant de me présenter et de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique rapidement comment ce webinaire va se dérouler. Donc, on a prévu 1h30 maximum entre la présentation et la réponse aux questions qui pourraient être posées. Je vais donc aborder avec l'ensemble de mes collègues qui m'entourent le détail de l'offre de formation de l'I2FE, de l'Institut de formation de la Fédération française d'escrime. Et vous seront présentées donc les différentes formations que nous proposons, les diplômes fédéraux, nos diplômes professionnels et puis l'offre de formation continue. Voilà. Donc, je me présente. Alors, sur le cadre aussi de fonctionnement, on vous invite à poser vos questions directement sur le chat, hein, et nous, on prendra un moment après la présentation de chaque slide pour répondre aux questions que vous aurez pu poser. Voilà. Donc, merci de poser toutes vos questions directement sur le chat. Il n'y aura pas de parole laissée pour les poser oralement. Alors, en ce qui concerne l'I2FE, je vais déjà commencer par vous présenter l'équipe qui m'entoure, parce qu'on a un organigramme qui a évolué depuis le 1er septembre, et donc de nouveaux interlocuteurs à solliciter. Donc, en ce qui me concerne, je suis Rémi Morlot. J'ai donc pris les fonctions de directeur de l'I2FE depuis le 1er septembre. Je chapeaute donc l'équipe de coordonnateurs administratifs et pédagogiques qui m'entourent. Et donc, auront la parole au cours de ce séminaire. On a tout d'abord Magali Carrier qui s'occupe de la coordination des diplômes fédéraux sur le plan national et de la coordination également du BPGEPS Escrime piloté par l'I2FE, voilà, sur le territoire des Hauts-de-France. Ensuite, Lionel Punaille qui assume désormais la coordination pédagogique du DEGEPS, donc notre diplôme de niveau 5. Qui présentera donc cette formation-là en compagnie de Denis Durand, qui est avec nous et qui assumait cette tâche jusqu'au 1er septembre. Voilà, ses missions ayant évolué depuis. Je vous présente également Pierre Guichot, que vous connaissez sans doute et qui a lui aussi donc a intégré l'équipe de la formation sur la mission de coordination du DES, donc notre diplôme de niveau 6. Et puis, la parole sera également donnée à Maëva Leblanc, que vous connaissez sans doute, et qui continue à assurer les tâches de coordination administrative sur l'ensemble de ces formations-là. Donc voilà l'équipe, la nouvelle équipe, j'ai envie de vous dire.
nouvellement constituée depuis le 1er septembre, avec donc plusieurs nouveaux arrivés. La slide suivante sera consacrée, pour rentrer dans le vif du sujet, au premier niveau de diplôme fédéral. Et donc, je laisse la parole à Magali pour présenter le diplôme animateur. Allez, je prends la suite. Bonjour à tous, donc Magali Carrier. Au niveau national, donc mes missions nationales sont la coordination du dispositif des diplômes fédéraux que je vais vous présenter là et j'enchaînerai après un temps de questions sur la coordination aussi du BPGEPS que je fais pour l'IFFE. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du dispositif des diplômes fédéraux menés par l'IFFE et par la Fédération française d'escrime. Ils sont de 3 niveaux, animateur, éducateur, éducateur 2. Donc, en ce qui concerne l'animateur, celui-ci se décline en 3 spécialités, 3 domaines. Le premier, c'est l'escrime olympique, épée, fleuret, sabre, qui sont communs. Donc, c'est un animateur commun. Un deuxième animateur, sabre laser. Et un troisième animateur, escrime artistique et de spectacle. Donc, le rôle et les compétences de cet animateur pour les 3 spécialités, les 3 domaines, c'est un assistant du maître d'armes ou de l'enseignant du club. Et sa mission première, c'est vraiment l'animation collective en toute sécurité. Voilà, donc son champ d'action, c'est l'initiation. Ensuite, au niveau des conditions d'accès, il faut forcément que la personne soit licenciée à la Fédération française d'escrime, qu'il ait 16 ans pour obtenir le diplôme d'animateur et qu'il soit en formation départementale d'arbitrage pour entrer en formation. Au niveau de la formation et de la certification, donc cette formation animateur, elle est organisée au niveau des ligues. Donc les responsables sont les présidents et les ATR ou CTS qui sont au niveau régional. La formation se décline de la sorte que les 100 heures soient réparties 60 heures avec la ligue, donc en stage ou en week-end, et 40 heures en club. 40 heures en club, qu'est-ce que cela signifie? C'est le principe d'alternance, donc avec un tuteur, qui est souvent l'enseignant professionnel, en tout cas qui a un diplôme RNCP, qui encadre le stagiaire, qui encadre le futur animateur. Et cette alternance se fait entre ligue et club. Au niveau de la certification, l'animateur passe plusieurs épreuves, que ce soit des épreuves écrites, théoriques, essentiellement classification, lexique, et des épreuves pratiques qui tournent autour de l'échauffement, d'une sens de déplacement et d'une pédagogie collective avec armes, mais dans le champ de l'initiation. Les conditions d'exercice pour l'animateur, donc c'est un diplôme fédéral, il ne peut encadrer contre rémunération, donc toute rémunération impossible, donc l'encadrement est bénévole. Et l'animateur au sein du club est non autonome, donc il faut impérativement que l'enseignant RNCP soit avec lui pendant son intervention pédagogique. Au niveau du calendrier du coût pédagogique, je vais mettre les deux points ensemble parce que c'est 2 points qui sont gérés par les ligues, puisqu'ils ont les prérogatives de l'organisation et de l'attribution de ce diplôme-là. Donc, c'est en fonction du calendrier des ligues et les coûts sont variables. Les coûts pédagogiques sont variables en fonction du nombre d'intervenants, du nombre d'heures dispensées. On peut passer à l'éducateur 1. Donc, l'éducateur 1, là, on rentre dans de la spécialisation. Donc, à l'inverse de l'animateur qui avait 3 grands domaines, là, on en a 5. Donc, on cède les armes olympiques. On a un éducateur 1, épée, un autre fleuret, un autre sabre, et on reste toujours avec nos 2 autres spécialités, sabre laser et escrime artistique et de spectacle. Donc, son rôle et ses compétences évoluent légèrement par rapport à l'animateur, puisqu'il devient vraiment un soutien pédagogique au maître d'armes. Donc, ces actions sont éducatives au niveau du collectif exclusivement, mais on est dans une démarche plus d'initiation, mais plutôt d'apprentissage et de perfectionnement à une spécialité, comme je viens de vous le mentionner précédemment. Au niveau des conditions d'accès, il faut être licencié FFE bien obligatoirement, il faut être majeur, 18 ans, pour pouvoir obtenir l'éducateur 1, avoir au préalable eu l'animateur dans la spécialité, donc ou armes olympiques, sabre laser ou escrime de spectacle, et être en formation et être arbitre départemental dans l'arme dans lequel on va postuler pour l'éducateur 1. Il faut aussi détenir un diplôme de premier secours, PSC1 ou équivalent. Au niveau de la formation et de la certification, donc là, pour 4 spécialités, sauf le sabre laser,
C'est toujours au niveau de la ligue, au niveau régional, où certaines en zone passent ces diplômes. La formation est dispensée au niveau ligue et la certification est faite aussi au niveau des ligues. Donc le volume horaire est identique, 100 heures, qui est établi comme 60 heures en ligue et 40 heures en club, avec ce principe toujours d'alternance et le tuteur. La certification se fait en ligne, toujours avec des épreuves théoriques, donc toujours classification et lexique, plus des épreuves écrites sur la réglementation. Parce que l'éducateur 1 va vraiment rentrer aussi dans le fonctionnement du club, dans la structure club, et va intervenir en tant que bénévole dans son fonctionnement. Et après des épreuves pratiques en collectif sur toujours les échauffements, les déplacements, séances de déplacement et la pédagogie collective avec ARM, mais avec une exigence supérieure puisqu'on est dans le champ plutôt de l'apprentissage et du perfectionnement. Les conditions d'exercice, donc l'éducateur est toujours bénévole, donc on n'a pas droit à rémunération. Et il peut être par contre, à la différence de l'animateur, en autonomie sous certaines conditions. Donc là, le document de déclaration pour enseigner en autonomie au sein de la structure est un document qu'on peut télécharger sur le site de la fédération, qui est une demande faite auprès de la Ligue et qui est valable pour une année, pour une saison. Ceci dit, l'autonomie sous condition n'enlève pas l'obligation d'avoir un diplôme RNCP qui couvre la structure de manière pédagogique. Au niveau du calendrier et au niveau du coût pédagogique, donc le calendrier, c'est suivant les ligues. Donc certaines ligues, comme je l'avais dit précédemment, sont organisées sous forme de stage pendant les périodes scolaires ou autrement sur des week-ends. Sabre laser. Sabre laser, je vous donne les dates des deux premiers stages. Donc le premier 24 et 26, du 24 au 26 octobre 2025 et le deuxième sera courant avril 2026. Au niveau du coût pédagogique pour l'éducateur 1, variable selon les ligues, et au sabre laser, aux alentours de 700 à 800 euros pour l'ensemble des stages organisés au niveau national. C'est bon, on passe à l'éducateur 2. Donc, l'éducateur 2, pareil, aux 5 spécialités, épée, fleuret, sabre, sabre laser et escrime artistique. Donc, lui, il est un soutien toujours pédagogique à l'enseignant, enfin au maître d'armes ou à l'enseignant, parce qu'il n'est pas forcément maître d'armes de la structure club. Son action éducative est collective en perfectionnement, mais aussi il y a une action éducative individuelle, donc la leçon individuelle, mais avec des prérogatives au niveau de l'apprentissage et à une spécialité, les 5 que je vous ai cités tout à l'heure. Au niveau des conditions d'accès, donc l'éducateur 2 doit être licencié FFE, 18 ans. Il doit bien évidemment avoir l'éducateur 1 dans la même spécialité qu'il va présenter à l'éducateur 2. Il faut qu'il soit arbitre départemental dans l'arme, ça c'était demandé au niveau de l'éducateur 1, et avoir les premiers secours ou équivalents. Au niveau de la formation et la certification, donc là, c'est différent parce que la formation et la certification de l'éducateur 2 est organisée par l'IFFE, donc c'est au niveau national que cela se passe. Donc le stage est organisé par l'IFFE, son volume horaire est de 30 heures, donc 30 heures avec l'OF, et il y a 10 heures d'alternance en club, tutorée par l'enseignant RNCP de la structure. La certification est nationale, elle suit d'ailleurs le stage des 30 heures, et les participants passent des épreuves vidéo, passent des épreuves d'arbitrage, et ont une leçon individuelle donnée et une leçon individuelle prise. Voilà les épreuves que doivent passer les éducateurs 2. Les conditions d'exercice, scrupuleusement les mêmes que l'éducateur 1, encadrement bénévole, non rémunéré, et l'autonomie sous condition, exactement le même document, le même process, demande d'autonomie sous couvert pédagogique avec un diplôme RNCP, envoyé à la Ligue, validé par le président de Ligue et le cas technique, et retour, et ça pour une année. Le calendrier et le coût pédagogique. Donc, le calendrier, c'est un stage et la certification dans la foulée. Organisé jusqu'à présent la première semaine de juillet, donc là, ça sera juillet 2026, et le coût pédagogique est de 360 euros pour l'ensemble de la formation et de la certification. Voilà. Donc, si je dois conclure sur le dispositif de ces diplômes fédéraux avec ces trois niveaux, ces trois strates, je pourrais dire que ces diplômes
Denis, si tu peux mettre la conclusion, comme ça ils l'auront sous les yeux en même temps. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le fondement de notre dispositif de formation. C'est vraiment le premier point pour vraiment bien enchaîner et de manière plus sereine sur les diplômes professionnels. C'est aussi, vu la construction de ces diplômes avec l'alternance formation en structure, que ce soit ligue ou nationale, et formation avec le club, c'est vraiment une formation pré-professionnelle avec le tutorat et l'alternance. Et ces diplômes fédéraux permettent aussi la possibilité d'avoir des allègements en contenu de formation sur certains diplômes RNCP. RNCP, c'est, je vous rappelle juste, parce que je pense qu'on va en parler après, Registre national des certifications professionnelles. Voilà. J'en ai fini pour le dispositif des diplômes fédéraux. Je ne me suis pas chronométrée, je ne sais pas si j'ai tenu mon temps. Merci Alors, je ne sais Magali, pas s'il y a des questions. Voilà. tu as parfaitement tenu ton temps. Eh bien, ça va alors. Et donc, je rappelle que si vous avez des questions sur les diplômes fédéraux qui viennent de vous être présentés par Magali, merci de les écrire dans le chat afin qu'elle puisse vous répondre maintenant. Voilà. Et on fonctionnera comme ça sur toutes les formations qui vous seront présentées. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions, donc tu as été très clair. Ou Et pas du nous allons, tout, ça dépend. et nous allons pouvoir passer à la suite dans ce cas. Bon. Après, peut-être que les questions arriveront après, comme c'est moi qui enchaîne avec cette partie de toute manière, peut-être que les questions arriveront après le BP. Donc, je continue puisque c'est moi qui enchaîne avec le BPGEPS. Donc, le BPGEPS, escrime pour tous. Donc, pour ceux qui connaissaient le précédent BPGEPS, donc évolution de nomenclature et évolution aussi d'architecture. Donc, escrime pour tous, enfin, le BPGEPS escrime, anciennement nommé, est devenu escrime pour tous. Le BPGEPS escrime était un UC, 4 unités capitalisables. Le BPGEPS escrime pour tous, qui a été écrit en novembre 2024, réécrit en novembre 2024, est en 3 blocs de compétences. Alors peut-être qu'après, dans le contenu de ma présentation, j'aborderai les 3 blocs. Mais bon, voilà pour les grands principes, sachant que l'ancien BPGEPS était sur 3 disciplines, qui étaient les 3 armes olympiques, et que ce nouveau dispositif BPGEPS Escrime pour tous est sur 5 spécialités. Donc c'est quand même assez révolutionnaire, c'est la grande nouveauté. Sur les 3 armes olympiques, ça reste en l'état, plus le sabre laser, ainsi que l'escrime artistique et de spectacle. Donc, même architecture, même présentation, le rôle et les compétences du BPGEPS Escrime pour tous. Donc, ce BPGEPS est un diplôme d'État de niveau 4, donc inscrit au Registre national des certifications professionnelles. Les compétences, que va-t-il pouvoir faire? Donc, vraiment, ce BP, c'est un spécialiste de l'animation. Il va de l'initiation, voire même de la découverte jusqu'à l'apprentissage. Et son cœur de métier est vraiment être agent de développement. Au niveau des conditions d'accès, il faut être licencié à la Fédération française d'escrime, être majeur, posséder un diplôme de premier secours type PSC1 ou équivalent, être accepté au TEP, enfin en tout cas passer les TEP et les réussir. Donc, c'est des tests d'exigence préalable, et avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'escrime. Au niveau de la formation et de la certification, donc 3 options possibles à partir de 5 spécialités. Donc les 5 spécialités, je vous les ai nommées juste avant. Les 3 armes olympiques, sabre laser et escrime artistique. Les 3 options possibles sont les suivantes. On peut postuler, en tout cas être certifié à l'option A, qui est ces 2 armes olympiques. Le choix 2 armes olympiques. L'option B, c'est une arme olympique plus le sabre laser. Et l'option C, certification à une arme olympique et à l'escrime artistique et de spectacle. Au niveau de la formation, pour ce qui est du BP, qui est soutenu et qui est dispensé par l'IFFE. Donc, c'est 600 heures de formation, d'accord, organisée par l'Institut, par l'OF, l'Institut de formation de la Fédération française d'escrime, qui se décline en 13 stages de 32 heures, qui ont lieu au Crêpes de Wattignies en présentiel. À ces 13 stages se rajoutent 184 heures de distanciel, donc des cours en visio, qui se font les semaines où ils ne sont pas en stage à Wattignies.
Donc ça, c'est les 600 heures en OF, et ces 600 heures sont complétées par 350 heures en structure d'alternance avec le tuteur. Donc dans un club ou dans plusieurs structures clubs. Au niveau, je n'ai pas parlé des 3 blocs de compétences, peut-être revenir dessus parce que pour ceux qui ont connu le BP avec les UC, il y a quand même quelques évolutions. On a un bloc 1 qui regroupe, on va dire, l'ancien UC1 et UC2 de l'ancien BP, qui est vraiment la conception et la mise en œuvre des projets d'animation dans le champ du sport au sein du club. Ça, c'est notre nouveau bloc 1. On a un bloc 2 qui est tout nouveau, d'accord, qui a été vraiment créé et qui n'existait pas dans l'ancien BP. C'est la valorisation en fait, des activités et des projets dans la structure. Donc vraiment tout cet aspect vraiment communication par rapport à des projets que le club peut mettre en place. Et le troisième bloc, plus traditionnel et plus en cohérence avec nos anciens UC3, UC4 du précédent BP, qui est d'encadrer en toute sécurité les séances de découverte, d'initiation ou d'apprentissage dans le champ de l'escrime. Au niveau des conditions, ah non, si, j'ai oublié, formation CQH, alors ça c'est un plus que dispense le BPGEPS de l'IFFE, qui conventionne avec la FFH et en particulier le Comité des Hauts-de-France pour dispenser sur une semaine la formation en handisport et la délivrance à partir de cette semaine de formation du CQH, donc le certificat de qualification handisport, qui est un diplôme fédéral dans l'handi associé à la Fédération française handisport. Les conditions d'exercice de notre BP. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un diplôme d'État qui est inscrit au RNCP. Donc, travail contre rémunération, puisque la personne qui a un BP pourra disposer d'une carte professionnelle. Et à partir de ce niveau 4, on peut travailler à plein temps, que ce soit en structure privée, donc associative, ou en structure publique, à l'école, au périscolaire, etc. Au niveau du calendrier, donc je vais vous parler des dates du BPGEPS de l'IFFE, hein, puisque aujourd'hui, c'est cette présentation-là qu'on fait. Donc, les inscriptions ont débuté hein, pour le BPGEPS de l'IFFE. Elles sont ouvertes depuis le 14 septembre et ce jusqu'au 14 novembre. Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site de la fédération pour les formations. Nos stagiaires, nos candidats passeront les TEP le 27 novembre 2025 au CREPS de Wattignies. Suite au TEP, donc on leur annoncera ou non leur entrée en formation. La formation débutera le 6 janvier pour se clôturer le 19 décembre 2026. Au niveau du coût pédagogique, je dis bien coût pédagogique, le coût total est de 7 067 €, plus ces 200 € de frais par rapport au CQH, qui est un forfait avec la licence, le temps de formation voilà, et des intervenants de la fédération handisport. Donc, pour conclure au niveau de ce premier diplôme d'État, bon, c'est le premier diplôme de niveau 4, comme je vous l'ai dit, qui permet quand même de travailler à plein temps et de travailler contre rémunération. Bon, cet agent de développement, il a des capacités et des compétences d'agent de développement de l'initiation à l'apprentissage, mais il faut le voir quand même essentiellement comme vraiment une complémentarité ou un tremplin du diplôme qui est juste au-dessus de niveau 5, qui lui sera plus spécialisé. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation BP. Donc maintenant, je peux répondre éventuellement aux questions. Je ne sais pas si Maëva, tu as des questions particulières. Il y a une question, mais elle n'est pas complète sur le chat. Alors, il y a une première question qui revient sur le diplôme d'éducateur 1 aussi. Ah oui, donc il y a une question. Sur le site de la LIFE, il est précisé que pour éducateur 1, il faut être inscrit à un cursus d'arbitre régional. Est-ce que Ça, du ça a coup, c'est le évolué. cas? Alors peut-être que en tout cas, peut-être que l'information est obsolète sur le site de France, mais parce qu'il fut un temps, on demandait justement d'être en cursus régional, en formation régionale pour passer l'éducateur 1, et on a modifié le texte, et c'est bien ce que j'ai mentionné juste avant qui est juste. C'est bien départemental. Bon, c'est juste une question j'en parlerai avec mes collègues d'Île-de-France, mais peut-être de remettre à niveau le contenu
du, du site de l'Île-de-France. Après, il y a une demande d'une équivalence, mais du coup, Alors ça, les équivalences par rapport au BP et par rapport à des diplômes, là, il y en a trois hors UE. Peut-être Rémi, je vais te laisser parler parce que c'est un dispositif qui a rien à voir avec, on va dire, le dispositif des formations initiales de rentrer en BPGEPS, d'accord, par rapport à des demandes d'équivalence de diplôme. Et là, si je comprends bien, c'est bien hors Europe, si je lis bien, c'est ça? Donc Rémi, je te laisse peut-être prendre la main sur ça, sur les équivalences. Oui, bah, la réponse est simple, hein, ce n'est pas dans notre périmètre de gérer ces demandes d'équivalence de diplôme. Ça relève d'une procédure d'une démarche qui se déroule en ligne sur le site Trek. Donc, je vais essayer de mettre dans le chat, je vais mettre directement le lien vers le site en question. Voilà, c'est fait. Et en fait, ce site traite effectivement des équivalences de diplômes non français obtenus hors de l'Union européenne. Et donc, c'est une procédure qui est étudiée au niveau d'une commission nationale, au niveau du ministère des Sports. Et nous ne sommes, nous n'intervenons qu'à une seule étape du processus pour émettre un avis concernant le cursus de formation suivi par des personnes ayant obtenu des qualifications à l'étranger. Voilà, donc ce n'est pas la fédération qui décide en direct d'attribuer une équivalence de diplôme, c'est bien une procédure qui est gérée par le ministère en charge des sports en suivant les démarches et la procédure décrite sur le chat, sur le site Trek dont j'ai mis le lien. après, il y Alors, a j'ai une lu la question. question suivante. Oui, j'ai lu la question suivante. À ce jour, on privilégie par rapport au CQH, enfin, aux enseignants déjà diplômés, par rapport à ce CQH, pour l'instant, le dispositif, c'est priorité aux BPGEPS entrant en formation. On a un nombre, forcément, on conventionne pour un nombre. S'il reste des places, éventuellement, on peut l'ouvrir à d'anciens BP qui ont fait la formation avec l'IFFE qui peuvent se greffer à cette semaine de formation. Mais dans un premier temps, et pour l'instant, comme je n'ai pas la visibilité du nombre de stagiaires BP, je ne peux pas vous répondre favorablement, mais en soi, c'est potentiellement faisable si le nombre de places négociées sur ce CQH avec la FFH est supérieur au nombre de candidats BP qui la poursuivront lors de la promotion 2026. À ce jour, d'autres formations CQH en dehors du BP, non. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de convention, à ma connaissance, qui a été re-signée entre la FFH et la FFE, qui datait d'il y a quelques années déjà et qui pouvait mettre en place des passerelles entre ces formations-là, fédérales et fédérations d'e-sport. Bien, merci Magali. S'il n'y a pas d'autres questions concernant le BPGEPS, le nouveau Après, BPGEPS, hein. juste, Rémi, je vais juste rajouter quelque chose. Je suis disponible, en tout cas, moi, je suis disponible hein, par téléphone ou par mail pour répondre à des questions peut-être un petit peu plus techniques ou peut-être organisationnelles sur le diplôme. On n'est pas rentré dans le détail des stages, de l'alternance entre voilà, Watimi et le distanciel pour 2026. Voilà, moi, je reste à la disposition des potentiels candidats ou des clubs qui veulent avoir plus de précision peut-être sur vraiment l'organisation en tant que telle de ce dispositif-là et de cette formation-là. Voilà. Mm, oui, merci de le préciser parce que d'autant qu'on est en pleine période d'inscription pour le prochain BP. Et donc, certainement que des questions seront amenées euh, à être posées. On va passer à la suite. Donc, on vient d'aborder le BPGEPS, qui est le premier diplôme professionnel de niveau 4, de niveau bac. On passe au DEGEPS, donc notre diplôme de niveau 5. Et je laisse la parole à Denis et ou à Lionel pour présenter notre formation DE. Bien, bonjour à tous. Je me présente, Denis Durand, donc ancien coordinateur du DEGEPS Escrime. Je serai en complément avec Lionel Plumnay, qui est le nouveau coordinateur. Actuellement, maintenant, j'occupe les missions de directeur du développement et de la transition numérique sur la fédération. Donc, on va vous présenter tous les deux le DEGEPS.
donc qui est un diplôme de niveau 5, donc équivalent à un bac plus 2, avec une mission de développer, assurer et coordonner les différentes formes de pratique. Développer aussi des compétences d'entraîneur, en particulier dans leur arme de spécialité, et concevoir un projet stratégique de développement dans le cadre de la structure du club. Les conditions d'accès à ce diplôme, donc comme tous nos diplômes RNCP, licencié à la fédération, ainsi qu'avoir 18 ans, le PSC1, euh, souscrire au TEP, hein, donc réussir les tests d'exigence préalable, un certificat médical pour pratiquer et enseigner, hein, je précise bien qu'il faut dans le certificat médical avoir la mention enseignement de la pratique d'escrime, et 2 attestations, une attestation de participation en compétition et de 150 heures d'encadrement. Donc ça, ce sont les conditions d'accès pour le diplôme. Il n'y a pas de prérequis ni d'obligation d'avoir un diplôme fédéral ou d'avoir fait un BP au préalable pour pouvoir entrer en formation. Notre formation et certification, elle se déroule sur 1200 heures sur l'année, réparties en 18 stages sur 13 à 14 mois. Elle se pratique sur les 3 armes avec un choix sur l'arme de spécialité dans laquelle ils seront évalués sur une séance collective et une leçon individuelle d'entraînement. Les 2 autres armes sont évaluées sur des leçons de perfectionnement. Et il y aura aussi une évaluation, une certification sur l'UC1-UC2, qui est le projet de développement. Ces 4 certifications sont faites sur des unités de compétences qui sont détaillées sur le site du ministère. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Nos 1200 heures se découpent en 720 heures avec l'organisme de formation qui est l'IFFE, avec une partie e-learning qui est nouveau depuis cette année, où une plateforme a été créée, où ils peuvent suivre des cours sur une plateforme et du coup gérer ce moment de formation un peu à leur convenance et sur leur temps de disponibilité. Et à côté de ça, il y a une obligation d'être en alternance en structure à hauteur de 480 heures minimum en club avec un tuteur. Lionel, si tu veux rajouter des choses, Non, n'hésite pas. tout à fait juste. Les conditions d'exercice, donc ça permet un emploi à temps plein en structure privée ou publique et ce qui est très important, l'obtention d'une carte professionnelle. J'attire votre point de vigilance quand vous avez un stagiaire, que ce soit BP, DE, DES, il doit faire une déclaration auprès du site du ministère pour obtenir une carte provisoire professionnelle pour pouvoir enseigner contre rémunération. Le calendrier et le coût pédagogique, donc l'inscription pour le prochain DE se fera courant janvier, s'étalera jusqu'à mars 2026, avec un test de positionnement qui se déroulera en avril et la formation qui débutera de mai à juin 2027 et s'étale sur 13 à 14 mois. Le coût est de 8 640 €, hors frais d'hébergement et de déplacement. L'IFFE ne gère pas tout ce qui est frais annexes. C'est aux stagiaires à s'organiser. Aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comment dire, j'ai perdu le mot. En fait, ils fonctionnent entre eux, trouvent des hébergements en commun et du coup limitent pas mal leurs frais. Voilà pour le DE. En conclusion, cette formation, c'est une première étape au métier d'entraîneur et puis une fonction d'autonomie un peu plus pointue et perfectionnée dans le perfectionnement par rapport à un BP. Et puis, c'est un bon tremplin, je pense, pour passer vers un DES en fonction du niveau des compétences de nos stagiaires. Voilà. Si Lionel, tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Non, juste sur les lieux de formation, il y a 18 stages qui ont lieu dans des lieux différents
différents qui, aujourd'hui, actuellement, sur le DE13, varient sur différents clubs ou autres clubs. Aix-en-Provence, Lyon, Wattignies, Talence, Houlgate. Et donc, en fonction des disponibilités et du coût des infrastructures, les lieux de stage peuvent être différents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs lieux de stage, qui n'est pas toujours simple pour la coordination, donc pour les stagiaires. Après, juste une différence à voir, c'est qu'il y a quand même une différence entre la spécialité que vous allez avoir, où on va demander un peu plus d'exigence sur votre pédagogie collective et votre leçon individuelle par rapport aux deux autres armes que vous allez faire uniquement en perfectionnement. Il faut savoir que c'est un public qui a une pratique entre 2 et plusieurs années d'escrime, mais pour le stagiaire, on demande vraiment une différence entre sa spécialité et les deux autres armes. Des questions? Merci Denis Lionel. Maëva, est-ce Il y a qu'on une peut passer à question la sur les question? dates d'inscription, mais du coup, tu les as déjà données. Pour les dates d'inscription, ça va être lancé courant janvier. C'est mi-janvier. Voilà, courant janvier, vous recevrez un mail où ça sera sur le site de la fédération. Vous avez jusqu'au mars 2026 pour déposer votre dossier. De préférence, avoir un dossier complet avec toutes les pièces justificatives. Donc, il faut anticiper. Et pour tout ce qui est financement, on va en parler juste après. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste un petit point, anticiper les financements de façon à ce que lors du positionnement, presque le financement est déjà plus ou moins avancé. Sinon, ça traîne et en fait, ça met en difficulté l'organisme de formation, mais aussi tout le monde, le stagiaire et la structure. Voilà. Donc, Maëva, je crois que c'est Maëva qui interviendra sur le financement un peu plus tard. Donc, si vous avez des questions plus précises par rapport à ce moment-là, vous pourrez les poser, on reviendra dessus. Bah, merci à tous les deux. On peut préciser que c'est le niveau de diplôme qui donne aussi le titre de maître d'armes, hein. Je ne sais plus si vous l'avez dit. Non, c'est vrai. C'est une formation qui marche très fort. On a beaucoup d'apprenants cette année en formation. Et il y a un gros travail engagé par la fédération, bah, et notamment par Denis d'ailleurs, sur l'amélioration des contenus en e-learning, ce qui permet vraiment d'aller plus loin, on va dire, dans les contenus de formation qu'on peut proposer à nos stagiaires et bah, de limiter le temps présentiel à 18 semaines, bah, ce qui est déjà, on le sait, parfois conséquent, mais sur lequel on ne peut pas rogner vu le niveau d'exigence du diplôme. Et voilà, les nombreux travaux en cours pour essayer toujours et encore d'améliorer cette formation comme les autres. Et le e-learning a énormément avancé, je tiens à le souligner, et on est un peu novateur, je pense, dans ce domaine-là, désormais. Rémi, je voudrais répondre quand même à la question comment je peux avoir une licence FFE. Donc, ce qui est important, c'est que dans nos diplômes professionnels, BP, DES, il faut être attaché à un club. Donc, votre licence FFE, vous l'aurez quand vous aurez un contrat avec votre structure d'alternance qui permettra votre club vous pourra vous prendre votre licence. C'est le moment où vous pouvez le faire, ou alors après, vous pouvez avoir une licence indépendante dans une ligue, un comité ou au niveau de la fédération. Voilà. C'est bon pour moi, mais je vais passer la main à Rémi pour le DES, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Denis. Eh bien, alors on enchaîne sur le dernier diplôme professionnel, donc qui est coordonné par Pierre Guichot, hein, et que je représente là en présentant la formation. Donc c'est un diplôme de niveau Bac+3, Bac+3/4 même, hein, un diplôme de niveau 6. C'est actuellement le diplôme le plus élevé en France pour spécifique à notre discipline. Si on lit le texte, on va constater que ce diplôme est censé former des managers. On pourrait aussi y accoler le terme de directeur technique d'un club, quelqu'un qui a une vision large et on va dire exhaustive de tout le cadre de développement de structure, mais aussi bien sûr quelqu'un qui est expert de son arme. Donc à ce niveau de diplôme, on forme et on forme dans une optique de performance sportive des entraîneurs spécifiques à une arme.
qui vont donc être experts de leur arme, mais également aptes à être recrutés sur des postes d'ATR ou sur des missions qui sont comparables à celles d'un cadre technique, donc au sein des ligues euh, sur les différents territoires. On retrouve les mêmes conditions d'accès que pour les autres diplômes professionnels qui vous ont été présentés, donc le PSC1, le fait d'être majeur lors de la délivrance du diplôme, etc. À souligner qu'il n'est pas euh, obligatoire de posséder le DE pour rentrer sur la formation DES. Néanmoins, on le recommande fortement. Le DE donne notamment la possibilité de rentrer directement en formation sans avoir à passer les tests d'exigence préalables. En d'autres termes, cela signifie que pour les personnes qui ne seraient pas titulaires du DEGEPS et qui voudraient directement intégrer un DES, il y a des exigences préalables à l'entrée en formation qui sont prévues par le Code du sport et qui doivent permettre de justifier que le candidat qui souhaite rentrer en formation possède déjà une année complète d'expérience en tant qu'entraîneur de club, avec un niveau d'entraînement requis sur ce niveau de diplôme-là. Que cette personne-là, ce candidat-là, ait également participé à des actions de formation, puisqu'on demande une attestation de formateur d'escrime d'une durée de 35 heures. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà piloté en autonomie un stage de formation d'au moins une semaine. Et puis, il y a également des tests techniques de perfectionnement aux 3 armes, ainsi que la réalisation d'une analyse vidéo. Voilà, donc le petit laïus, c'est quand même pour dire que s'il y a différents niveaux de diplôme, BPGEPS, DES, c'est qu'on part du principe quand même qu'il est judicieux de concevoir la montée en compétence d'un entraîneur d'escrime au fil des années de manière progressive et qu'il est tout à fait judicieux et pertinent quand même d'envisager de passer par ces différents niveaux. Voilà. Cette formation, ensuite, comment elle s'organise? La dernière, qui est actuellement en cours, elle avait été mise en place sur 2 années complètes. Voilà. La prochaine sera sans doute mise en œuvre sur 18 mois. Et là, vous avez un certain nombre de stages d'une semaine qui sont communs à l'ensemble des stagiaires. Donc actuellement, on a 5 stages, donc 5 semaines de formation qui sont communes à l'ensemble des stagiaires. Et ensuite, on a des stages qui sont vraiment individualisés et à la carte en fonction des armes de spécialité de ces candidats. Pour être plus précis, la formation est organisée avec des stages d'immersion dans les pôles France Relève. Donc les candidats fleurettistes vont avoir 4 semaines de stage à effectuer dans les pôles France Relève, c'est-à-dire 2 sur le pôle France Relève masculin à Châtenay-Malabry pour les fleurettistes hommes, à Aix-en-Provence pour le fleuret dames, etc. Donc en fonction des armes de spécialité, 4 armes en pôle France Relève, 2 stages d'immersion à l'INSEP au contact des entraîneurs nationaux seniors de leur arme. Voilà, pour encore une fois être à leur contact pour apprendre à entraîner ces populations expertes de tireurs. On a également des semaines de formation de cadre, donc une semaine de formation de cadre à l'échelle nationale où les stagiaires doivent participer à l'encadrement des stages de formation des GEPS. Et puis une semaine de formation de cadre sur les ligues régionales où les candidats doivent participer à la formation, notamment animateurs, éducateurs, qui sont dispensés dans les ligues, comme Magali vous l'a présenté tout à l'heure. Nous emmenons également ces stagiaires-là sur les championnats d'Europe, voilà, où on leur fait assister à cet événement-là et avec des missions également à accomplir sur ce stage. Donc vous voyez vraiment une formation qui se déroule sur 18 mois à la carte, au contact de nos plus grands experts, hein, les entraîneurs nationaux des pôles France Relève et des pôles France Jeunes, au contact aussi de nos formateurs et de nos coordonnateurs de formation pour apprendre ce métier aussi de formateur de cadre, et sur une temporalité d'environ 18 mois sur la prochaine promotion qui sera renouvelée en septembre 2026. Donc concernant le calendrier, la période d'inscription débutera en mars 2026. Les tests de sélection et de positionnement auront lieu en juin
Et cette formation sera lancée en septembre 2026. Elle se terminera donc en juin 2028. Le coût de cette formation avoisine les 13 000 euros. Cela ne comprend pas l'hébergement et la restauration sur les différentes semaines de regroupement. Et encore une fois, les modalités de financement vous seront présentées juste après par Maëva. Voilà en ce qui concerne la formation au DES. Alors, il y a juste une question sur le DE, donc Denis ou Lionel. Pour le DE, est-ce que vous conseillez de passer par le BPGEPS ou pas forcément? Ouais, j'ai envie de dire que ça dépend du niveau de pratique. Alors, on peut très bien commencer par le BP, mais ça dépend du niveau de pratique, du temps où en est le stagiaire. Donc les deux cas sont bons. Et ça dépend aussi, est-ce que le stagiaire a déjà, par exemple, eu le diplôme d'éducateur ou pas. C'est-à-dire que s'il a eu aucun diplôme, ça peut être pas mal de passer par le BP, mais ça dépend vraiment de chaque profil de candidat. Ce qui est important, c'est que le DE a un niveau, on va dire, d'expertise supérieur à celui de BP, et c'est que le niveau de départ du stagiaire soit quand même bien positionné pour qu'il ne soit pas en difficulté dès le début de la formation. On est sur un diplôme où, dans sa spécialité, on est sur de l'entraînement et non pas du perfectionnement. Donc, on attend quand même du candidat au départ qui ait quand même une maîtrise de son arme. Si je peux me permettre de rajouter, vraiment, il y a une complémentarité entre la formation du BP et du DE. Donc, ce que dit Lionel au niveau de l'expertise et de la maîtrise, en fait, de niveau est importante, mais aussi la diversité des publics, la diversité des spécialités. Hein. À ce jour, au niveau du DE, la diversification des pratiques n'est pas du tout abordée comme elle peut l'être au niveau du BP. Donc, il y a un réel emboîtement, une réelle complémentarité entre ces deux niveaux de diplôme. Et je pense qu'il faut le garder toujours à l'esprit par rapport au champ professionnel et à l'employabilité après sur les territoires. Voilà. Donc, je pense qu'il faut ne pas perdre à l'esprit cette complémentarité pour pouvoir construire un emploi. Et je pense qu'il est donc bien de faire le BP et après, derrière, d'enchaîner avec un DE pour se spécialiser. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous les deux pour les éléments de réponse. Et je vous propose qu'on laisse la parole, pardon, à Maëva pour aborder justement les notions de financement de ces différentes formations qui vous ont été présentées. Il y a une autre question qui vient d'arriver sur le DES, ouais. L'encadrement de stage de formation de cadre hors armes olympiques est-elle accepté? Alors, c'est Pour vraiment accès au une DES. formation qui, aujourd'hui, s'organise autour du fleuret, de l'épée ou du sabre exclusivement, hein. Donc, il n'y a pas de formation DES, si la question est celle-ci, organisée pour le sabre laser ou l'escrime artistique, par exemple. Donc, on est exclusivement sur les armes olympiques, y compris sur ces stages de formation de cadre, qui doivent être réalisés dans l'arme du candidat. Voilà. Maëva, la parole est à toi. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter les contrats mobilisables pour la formation professionnelle. Donc, dans le cadre justement du BP, du DE, du DES, il y a deux types de contrats possibles en alternance. Donc, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, il y a des différences en fonction des contrats. Donc, au niveau notamment des âges, une personne qui a entre 16 et 29 ans peut faire le contrat d'apprentissage. Et par contre, le contrat de professionnalisation s'arrête à 25 ans révolus, à part pour les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus. Et après, il y a certains cas particuliers. Donc la grosse différence sur le public concerné, elle est là. Après, bon, il y a des petits détails au niveau des rémunérations. Les contrats, ça peut être des CDD ou des CDI. Et après, l'accompagnement est à peu près pareil et le rythme diffère en fonction des formations. Euh, donc après, au niveau de la différence de l'aide à l'embauche, euh, ah oui, et un petit point en effet,
Denis, tu peux. Ouais. Au niveau de la gestion des contrats d'apprentissage, donc nous, on est UFA, donc on n'est pas même à gérer les contrats d'apprentissage. Donc on a un partenariat avec le CFA du judo, de la Fédération française du judo, qui gère directement les contrats d'apprentissage. Nous, on vous met en lien avec les interlocuteurs du CFA judo pour tout ce qui est établissement du CERFA. Et après, au niveau des financements aussi AFDAS, ils vous donnent vraiment les lignes directrices pour toutes les questions administratives. Moi, je n'ai pas de gestion administrative en lien avec les contrats d'apprentissage, si ce n'est vous conseiller, vous aider, répondre aux questions s'il y en a en cours en amont des inscriptions. Mais voilà, c'est vraiment tout est géré par le CFA Judo de ce côté-là. Au niveau du coup donc de l'aide à l'embauche, donc il faut savoir que pour vous structure, il est plus intéressant si votre stagiaire a donc moins de 25 ans, de prendre un contrat d'apprentissage. Parce qu'en fait, au niveau de l'aide à l'embauche de l'État, vous avez, donc là, c'est des chiffres qui sont en cours, alors ça peut évoluer en janvier 2026, mais vous avez environ 6 000 euros d'aide à l'embauche pour un contrat d'apprentissage, que vous touchez directement lors de l'établissement du contrat dans votre structure. Au niveau du contrat professionnalisation, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'aide à l'embauche. Euh, donc, euh, donc pour vous, en tout cas, si la personne a moins de 25 ans, euh, de 29 ans, pardon, il est plus à même de prendre un contrat d'apprentissage. Voilà les petites différences. Donc, au niveau des financements, donc, on a eu la question tout à l'heure. Donc, vous avez plusieurs, en tant que structure, club, ligue, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est l'ABDAS, donc c'est une OPCO qui permet de vous aider sur les financements des frais pédagogiques. Donc, elle prend une partie des frais pédagogiques en fonction des régions. Donc, il y a une partie des frais pédagogiques. Des fois, c'est la totalité, des fois, c'est 2 tiers. Voilà, ça dépend des régions, mais vous avez une partie prise par l'ABDAS qui est quand même presque la totalité des frais pédagogiques. Et sinon, il y a donc le compte CPF. Donc, nous, on est éligible à la prise en charge par votre compte CPF d'un montant. Pareil, ça évolue en fonction de ce que vous avez comme ressources sur votre compte de formation. Après, il y a forcément les ligues, les clubs, les régions. Donc, n'hésitez pas, si jamais en tant que club, vous n'avez pas assez de moyens financiers, à vous rapprocher de vos ligues et de vos régions pour notamment des subventions, des financements, de la mutualisation. Donc voilà. Et après, on a souvent, nous, quand même, le cas des clubs qui participent quand même sur le financement, donc des frais annexes pour le BP. Et pour le DE, DES, sur les frais pédagogiques, pas pris en charge par l'AFDAS, par exemple, le restant à charge. Donc, au niveau des démarches, donc au niveau de l'AFDAS, il faut déjà que vous vérifiez si votre salarié est éligible en contactant l'AFDAS directement. Ensuite, que vous constituez un dossier, donc avec les documents que nous, organismes de formation, vous fournit, devis, de formation, programme détaillé, convention. Et ensuite, donc de déposer tout ça donc je sais, enfin, sur la plateforme AFDAS ou en lien avec votre contact régional de l'AFDAS. Ensuite, l'AFDAS étudie, valide et vous accorde ou pas le financement de la formation. Il y a quand même un délai de 3 à 4 semaines, donc n'hésitez pas à anticiper, même en amont des tests de positionnement, d'anticiper la demande de prise en charge. Et comme ça permet de ne pas avoir de problèmes de financement à l'entrée en formation. Au niveau du CPF, donc c'est tout simple, il suffit que le salarié se connecte donc à son compte CPF, recherche la formation IFFE. Les liens sont sur les pages du site pardon, de la fédération par diplôme. Donc sur le BP, vous avez le lien, sur le DE et sur le DES. Et il suffit juste qu'ils s'inscrivent à cette formation-là. Et ensuite, moi, je valide de mon côté au niveau de la plateforme prestataire. Et ensuite, voilà, il y a juste 2-3 validations, c'est plus rapide. Et en 2-3 jours, le dossier est validé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci, Alors, Morgan. On a une ouais, question, vas-y. je pense que tu l'as sous les yeux, c'est qui est-ce qui doit faire la demande de financement? Donc, j'imagine la question est relative à la demande de financement à l'AFDAS, c'était pendant que tu évoquais cela. Euh, qui fait la demande de financement?
à la ligue ou l'apprenant? Est-ce que c'est la structure ou l'apprenant peut-être qui fait la demande de financement, je pense? C'est ça la question. Alors pour moi, ça démarre de l'apprenant qui fait la demande de prise en charge à son club. Et ensuite, le club, lui, fait la demande à l'AFDAS. C'est toujours les structures qui vont aller vers l'AFDAS. On a déjà eu le cas d'apprenants qui vont vers l'AFDAS, mais si la structure est porteur de l'emploi, c'est plus le club qui doit aller contacter l'AFDAS et monter le dossier, parce que c'est le club qui va être sur la convention de prise en charge AFDAS. Merci Maëva. Après, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais du coup. Je pense que c'est la même personne. Je pense que Ghislaine, ça répond Ah. à votre question. Pas de réponse. Après, oui, au niveau des régions et des ligues, c'est pareil. Pour moi, c'est au club d'aller se renseigner auprès de sa région pour voir, ou auprès de sa ligue régionale, pour voir s'il y a des aides possibles en fonction du statut du salarié, du projet dans le club. Voilà, c'est pas du tout, c'est vraiment la démarche du club, en tout cas. Je pense qu'on peut peut-être donner des statistiques à la louche des financements actuellement mobilisés par l'ensemble de nos stagiaires sur les différentes formations, la BP, DE, DES. À la louche, je sais que sur le DES, par exemple, Maëva, tu nous le confirmeras, c'est quasiment l'AFDAS qui prend en charge quasiment la formation de tous nos apprenants. Alors, une partie des frais Et une partie. pédagogiques, mais oui, 2 tiers, au moins 2 tiers des frais pédagogiques. Au niveau du BP, on a beaucoup de contrats d'apprentissage. Donc, dans les contrats d'apprentissage, l'ensemble des frais pédagogiques sont pris en charge. Et ensuite, sur le DE, voilà, on a un peu de tout, mais on a quand même une grosse prise en charge par l'AFDAS. Et après, on a 2, 3 cas de compte CPF isolés. Mais voilà, l'AFDAS est vraiment quand même le gros point, en tout cas, d'aide au financement pour les formations d'État. Et comme l'a rappelé Denis, c'est vrai que plus tôt les démarches sont anticipées en ce qui concerne le financement de ces formations professionnelles, un, plus elles ont de chances d'aboutir, et deux, plus vous avez d'informations précises aussi sur le niveau de prise en charge, qui n'est pas toujours évident à vous fournir de manière très détaillée, parce que, comme Maëva vous l'a expliqué, cela diffère d'une région à une autre. Donc, d'où l'importance que la structure prenne attache avec l'antenne régionale de l'AFDAS pour voir exactement le montant de prise en charge et les modalités de prise en charge au sein enfin, sur votre territoire. Bah écoutez, voilà. Mais il faudra Alors, il y a une quelqu'un qui pose question une question. supplémentaire. Alors si la question peut être posée sur le chat ou sinon. Et j'avais juste une petite précision à faire sur le CPF. Il faut savoir que il n'y a pas d'obligation d'avoir la totalité du montant de la formation pour prendre en charge. Ça peut être une partie. Euh, Si vous avez 3 000 euros et que la formation coûte 8 600 euros, bah vous pouvez payer une partie. Enfin, le salarié peut payer une partie, le club peut compléter. Enfin voilà, ça peut être des financements multiples, hein. Il y a pas de souci sur ça. Alors il y a une La question relative au pourcentage de réussite résultat sur les diplômes. sur nos différents niveaux de diplôme. Est-ce que Magali, Denis, vous avez ces statistiques-là en tête, là sur le BP, DE? DE l'année dernière, c'était 11 candidats sur 12 qui ont été reçus. Hmm. Et l'année d'avant, c'était 100% de réussite. Voilà, ça dépend du niveau des candidats. Je rajouterai juste un petit point sur les financements. Il est possible aussi de faire financer avec le PSF, le Ah ouais, mais il y a une projet question. sportif fédéral, par le biais des subventions ANS qui se déroulent courant mars-avril. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper ces financements. C'est justement une question qui venait d'être Ouais, posée. Donc ça merci en de Voilà. cette direct. précision. Incroyable. Voilà. Il y a une autre Magali, question. attends, Magali, peut-être qui Oui, voulait vas-y, prendre la Magali. parole sur les statistiques de réussite au BP, non? Tu les as à la louche? Alors, à la louche, non, mais alors, pour ceux qui ont passé l'ensemble de la certification sur une année, ils
ils ont tous été reçus. Or, on a des parcours diversifiés puisqu'on individualise vraiment le parcours de chacun, qui sont sur 2 ans, et certains vont abandonner. Donc, je ne rentre pas les abandons comme des gens qui ont été recalés quelque part, puisqu'ils ils ne se sont pas présentés à la certification. On en a eu quelques-uns sur la promotion précédente, et après, il y avait des gens sur la promotion précédente qui faisaient sur 2 années. Donc, ben, ceux-là, ils seront certifiés en fin d'année. Mais pour les 2024 qui ont passé la certification, ils ont tous été reçus. Celui de l'IFFE, et je crois que l'autre BP aussi, il y a eu 100% de réussite sur l'autre BP qui n'est pas géré par l'OF de la Fédé. Magali, j'en profite, il y a une question sur le BP. Comment assurez-vous le suivi avec tuteur de toutes ces heures à faire, BP 480 heures? Alors, ce n'est pas 480 heures au niveau du BP, puisque je pense que ça, c'est les heures du DE. Donc, je pense qu'il y a une petite confusion entre les heures d'alternance BP-DE. En ce qui concerne en tout cas les 350 heures, c'est bien, en tout cas je peux parler moi pour le BP, donc il y a des outils, des moyens, des supports qui ont été mis en place sur le suivi de l'alternance. Je pense qu'au DE, alors après Denis ou Lionel, vous pourrez Pareil. compléter, mais on est un peu structuré de la même façon dans les diplômes pro, sur des entretiens avec avec les tuteurs, sur des formations initiales au niveau du tutorat, les attentes du tutorat, les objectifs du tutorat, des livrets d'alternance qui font quand même le lien, le relais entre ces heures en présentiel, en stage avec l'OF et ces heures à établir en club avec le tuteur. Donc, on essaye au fil de l'eau, en tout cas, de suivre et d'accompagner la formation. Au niveau du BP, moi, je vais en parler après. Enfin, j'en parle pour mon cas, mais je pense qu'au niveau du DE, c'est peut-être mis en place aussi. Il y a un suivi avec des supports pédagogiques, avec le coordo pédagogique qui est Stéphane Languen, sur de la vidéo qui est faite lors des stages, donc à Wattignies, et qui est mis à disposition des tuteurs pour voir l'évolution du candidat, pour voir éventuellement les carences et les remédiations à apporter pour que le candidat arrive, en tout cas, aux prérogatives et aux objectifs du diplôme passé. C'est effectivement sur le DE et le DES qu'il y a 480 heures à effectuer en alternance, mais avec les mêmes modalités de suivi, c'est-à-dire des échanges avec les tuteurs, des fiches de liaison à remplir, etc. Voilà, on essaye aussi, là, encore une fois, d'optimiser d'année en année la relation qu'on peut essayer d'avoir entre les structures qui accueillent nos apprenants, nos stagiaires, l'I2FE, les formateurs, voilà, pour essayer d'avoir un partage d'informations qui soit le plus important possible. La Du coup, question, ouais. il y a des questions auxquelles les réponses ont été données, hein. Donc, oui, on peut cumuler CPF et AFDAS, comme vous l'a précisé, Maëva. Et dans les faits, est-ce que Denis, tu peux nous parler de les demandes dans le cadre du PSF, Ben, l'éligibilité des demandes? oui, c'est éligible, mais après, ça dépend de la commission qui va traiter forcément les Il n'y a pas la main. dossiers, qui va accepter ou pas accepter la demande d'aide. Oui, donc ça, c'est pas dépendant de l'IFFE, ça dépend de la commission d'évaluation du traitement des dossiers ANS. Donc ça, c'est ça, on n'a pas forcément une vue par rapport à ça. Et Pour un ça club, dépend aussi, ouais. ça dépend, excusez-moi, pardon, de couper la parole, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions qui aident plus que d'autres et donc ils font des choix stratégiques sur leur région. C'est comme les AFDAS, on n'a pas forcément précisé, mais il y a des AFDAS qui donnent plus que d'autres. Donc ça dépend aussi de la région où vous vous trouvez. Mm, mm. Une question sur la prise en charge de la mission du tuteur. Alors, je ne sais pas exactement ce qui est sous-entendu là-dedans, mais si la question c'est est-ce que cette mission-là, elle est rémunérée d'une quelconque manière, comme ça peut se faire peut-être dans d'autres organismes ou fédérations, mais la réponse est non. Mm. On considère que c'est l'engagement de la structure que entre guillemets, mettre à disposition du stagiaire un tuteur qui va être là pour guider le stagiaire dans l'apprentissage du métier, pour faire des points de situation réguliers avec lui, pour l'observer, lui faire des feedbacks. Donc c'est un réel engagement, c'est sûr, la mission du tuteur. D'ailleurs,
y accordent une grande importance parce que le vrai métier, ils l'apprennent dans les structures. Et c'est un engagement que la structure prend pour accompagner le stagiaire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions, donc on va pouvoir passer à la suite. La suite concerne l'offre de formation continue proposée par l'I2FE. Et donc, pour ce faire, je vais prendre la main pour vous présenter rapidement ce qui est mis en place et puis surtout les projets pour les années à venir. Donc, euh, la formation continue, pour nous, c'est un projet assez important, voire un projet phare de l'I2FE sur les années à venir. Pourquoi? Parce que on aimerait inculquer la logique de formation continue à l'ensemble de nos apprenants, enfin de nos éducateurs, pardon, de nos enseignants. Euh, Pourquoi? Pour diverses raisons, hein, parce que les méthodologies changent, parce qu'on considère que se former tout au long de la vie est utile pour réinterroger ses savoir-faire et pour continuer à monter en compétences. Donc c'est vraiment un projet phare sur lequel on s'interroge. Actuellement, il y a une offre de formation que je vais vous présenter juste après, qui est déclinée autour de sessions courtes généralement, hein. On parle de stages de 2 ou 3 jours, maximum 4, je crois, sur l'ensemble de nos formations, qu'on essaye d'organiser sur des temps où les enseignants sont disponibles, donc essentiellement le week-end. Sur ces dispositifs de formation professionnelle, les coûts sont évidemment moins importants que sur des formations professionnelles qui sont organisées sur une année ou sur 18 mois ou autre. Et le projet fort de l'I2FE, c'est de continuer à étoffer l'offre de formation continue pour couvrir un certain nombre de thématiques qui pourraient intéresser l'ensemble de nos enseignants, quels que soient les territoires et quels que soient les contextes d'intervention. Voilà. Alors, je pense qu'on parlera des modalités de prise en charge sur les formations continues ultérieurement. Mais en ce qui concerne l'offre, est-ce qu'on peut directement aller sur le catalogue peut-être? Il faut cliquer là sur le petit lien. Voilà, pour vous présenter le catalogue de formation continue qui va être mis en ligne prochainement sur le site, hein. Je crois qu'il n'est pas encore en ligne, mais il va l'être. Si, il est déjà en ligne. Oh, il est déjà en ligne. Magnifique. Alors, j'attends que ça apparaisse à votre écran. Pour le commenter, ce sera plus simple. Et sinon, bon, je commence à en parler maintenant, le temps que l'écran soit partagé. Mais les formations continues aujourd'hui proposées par l'I2FE s'articulent autour de, on va dire, 3 grands pôles. Celle qu'on a appelée formation continue École française d'escrime, qui sont généralement des stages de perfectionnement à une arme, donc épée, fleuret, sabre laser ou escrime artistique, et qui sont mis en œuvre par des experts de chacune de ces disciplines pour perfectionner, on va dire, l'apprentissage d'une arme par l'intermédiaire de la leçon individuelle ou de la pédagogie collective et surtout favoriser l'échange entre pairs avec des spécialistes de l'arme qui vont partager leur vision de l'apprentissage, du perfectionnement et de la performance. On a ensuite super, je vois qu'on est dessus, là, ça y est. Bon. Donc on a abordé peut-être le premier point, on peut cliquer sur formation école d'escrime française, Denis, si tu le veux bien. C'est celui que j'étais en train d'évoquer. Voilà, pour voir l'offre actuelle de formation continue proposée autour de, comme je l'expliquais, le perfectionnement à l'épée, au fleuret, au sabre ou à l'escrime artistique. Donc si vous voulez avoir plus de détails, dans la mesure où le catalogue est déjà mis en ligne sur le site de la fédération, je vous invite à y aller. Si on prend juste un exemple, Denis, si tu veux cliquer sur l'une de ces vignettes. Voilà, donc qu'importe. Là, on est sur la formation des maîtres d'armes à l'épée. Vous retrouverez la durée de ce stage, le coût et éventuellement même les frais
annexe, donc hébergement repas, que l'on a chiffré au regard du lieu dans lequel ces stages se déroulaient. Alors les dates seront progressivement rajoutées au fur et à mesure de la finalisation de cette offre de formation sur l'année 2026. Donc voilà en ce qui concerne le premier pôle, on va dire, de stage de formation continue proposé. Le deuxième que l'on a appelé formation continue de développement du club. Voilà, donc l'onglet qui se trouve en haut à droite. Comprend des stages relatifs aux activités qui vont permettre, comme son nom l'indique, de diversifier les pratiques au sein d'un club. Donc, à la fois avec la pratique de l'escrime artistique en milieu scolaire, donc un stage organisé, là vous avez déjà les dates, en février 2026 à Forges-les-Eaux autour de cette thématique. Un stage sur l'escrime grandeur nature, organisé à Wattignies sur 2 journées. Et puis un stage de sabre laser qui sera organisé sur 4 journées sur un lieu à définir, mais avec une temporalité prévue en avril 2026. Voilà pour les stages de formation au développement du club. Et puis, on retrouve ensuite des stages autour des thématiques liées à la santé, donc avec des stages qui fonctionnent plutôt bien depuis quelques années. Donc voilà l'offre qui s'affiche à l'écran. Escrime cancer du sein, escrime senior EHPAD, escrime sur ordonnance, escrime adapté et escrime thérapeutique. Voilà, toutes les dates ne sont pas encore calées. Vous voyez qu'il y a certaines offres de formation sur lesquelles les dates sont encore à définir, mais la plupart sont décrites ici, avec à chaque fois le coût. Lorsque le coût de l'hébergement n'est pas mentionné, c'est qu'à charge pour les apprenants de trouver l'hébergement de leur choix. Mais vous avez une offre assez diversifiée autour du sport santé qui, encore une fois, marche plutôt bien depuis quelques années. Sur cette offre-là, si on revient en arrière, vous trouverez également un petit paragraphe sur le service civique qui, comme vous le savez, permet à des structures d'accueillir des personnes qui vont s'engager au sein du club pour aider à l'accueil et à l'animation au sein de la structure. Donc, on a mis ça ici. Il ne s'agit pas réellement d'un stage de formation continue, mais plutôt d'un outil ou d'un dispositif voilà, sur lequel on souhaitait apporter un petit peu d'information et de visibilité pour les clubs. Je terminerai en vous disant que le projet est réellement d'étoffer encore une fois ses offres de formation pour couvrir, on va dire, une diversité de thématiques un peu plus large et permettre d'inciter nos enseignants à pouvoir, d'une année sur l'autre, participer à des stages, encore une fois, un peu plus diversifiés pour participer à leur montée en compétences. Alors du coup, Rémi, il y a des questions. Donc à partir de quel niveau ces stages sont accessibles, les stages de formation continue? En fait, à partir de n'importe quel diplôme. Alors, parenthèse faite sur les stages de perfectionnement, vous verrez qu'il y a un stage, par exemple, qui est déjà positionné à l'épée, sur lequel les prérequis sont indiqués. On attend qu'il est réservé ce stage-là. Je crois qu'on l'a intitulé Ramène ton maître d'armes. Celui-ci, il est réservé à des populations de maîtres d'armes qui sont déjà dans des clubs élites ou maîtres d'armes, enfin entraîneurs d'un CPF ou d'un CFF. Et sous condition également que certains athlètes de clubs soient sélectionnés au stage national M17-M20. Hormis ce stage-là, les stages sont ouverts à tous les enseignants, quel que soit leur niveau de diplôme. Voilà. Qui sont les intervenants sur la thématique sport-santé, hein, je continue de lire un peu les questions. C'est décrit généralement quand vous cliquez sur la vignette, vous avez le nom des intervenants. Il faudrait que vous soyez un peu plus précis pour que je vous réponde de tête, sachant que je n'ai pas, moi, en mémoire, là, le nom de l'ensemble de nos intervenants. Et encore une fois, on est dans une logique là d'étoffer à la fois le nombre de stages, la thématique des stages, les intervenants aussi, même sur des thématiques identiques, pour faire en sorte que
bah voilà, la diversité des intervenants puisse contribuer à la richesse aussi de ces stages-là. Alors le problème, je lis hein, ce qui est écrit dans le chat, le problème est que ces formations ne sont pas reconnues. Alors à l'issue de ces formations, si vous parlez de reconnaissance, encore une fois, par l'État, bah, effectivement, hein, les formations continues ne sont pas des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, mais elles sont reconnues en tant que telles par la fédération. Donc on vous délivre une attestation de participation et sachez que dans le cadre de la demande de labellisation des clubs, vous avez souvent le critère de participation et d'engagement dans la formation continue des enseignants. Et, euh, et encore une fois, on est en train de réfléchir là au sein de la direction technique nationale à donner une importance accrue à la participation aux stages de formation continue pour les clubs, bah, sous couvert d'obtention d'un certain nombre de labels, voire sous couvert d'obtention euh, de l'habilitation d'un CPF ou d'un CFF. Voilà, on essaye de rentrer dans une logique un petit peu plus prégnante en fin de compte, quelque chose qui nous semble du bon sens, c'est-à-dire d'investir du temps et de l'argent dans sa formation professionnelle tout au long de la vie pour renouveler ses savoirs, renouveler ses compétences et encore une fois, entretenir une motivation à exercer ce métier et à la fois un droit à pouvoir aussi évoluer euh, dans ses missions. Moi, je compléterais juste Rémi. Au niveau des diplômes requis, c'est quand même des diplômes de niveau RNCP ou des personnes qui sont en formation. Des personnes qui sont en formation BPGEPS, DE, DES peuvent participer au stage. Et il y a certaines formations aussi où même des éducateurs sont acceptés. Mais par contre, la plupart des stages, notamment santé, c'est des diplômes de type RNCP qu'il faut avoir. Donc voilà, je voulais compléter sur cette partie-là. Tu fais bien de le dire, hein, quand je parlais de n'importe quel niveau de diplôme, tu fais bien de le préciser, j'avais en tête les diplômes RNCP parce qu'on est bien dans une logique de permettre à un enseignant d'aller chercher euh, une formation qui va lui permettre d'avoir des billes supplémentaires et de se spécialiser dans un domaine qu'il va pouvoir réinvestir dans le cadre de son métier d'enseignant de club, de ligue ou ailleurs. Mais c'est bien essentiellement réservé à ceux qui dédient tout ou partie de leur activité professionnelle à l'enseignement de l'escrime. Et juste pour compléter au niveau des intervenants, parce qu'on a quand même des stages où c'est des intervenants depuis des années, au niveau de cancer du sein, c'est Dominique Ornus qui coordonne toute la formation. Au niveau des formations santé, que ça soit EHPAD, ordonnance, adaptée, c'est Antonio Méfé qui coordonne aussi toutes les formations santé à Forges-les-Eaux. Bien sûr, ça peut évoluer, ça peut être amené à évoluer, à être complété, comme dit Rémi, mais voilà, c'est quand même des intervenants qui sont là depuis un moment. Après, tout ce qui est formation EFE, ça change, on n'a pas forcément d'intervenants définis. Et au niveau du développement du club, c'est pareil, ça peut changer, on n'a pas encore défini les intervenants. Voilà, je vais juste compléter. Est-ce que, avant de conclure, et comme je pense qu'on a répondu à l'intégralité des questions, les collègues veulent prendre la parole pour dire un dernier petit mot, pour ajouter des choses qui n'auraient peut-être pas été évoquées? Donc, comme Magali, je reste à disposition là, pour répondre à toute demande particulière ou individuelle, soit par mail, soit par téléphone. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre présence, de l'attention que vous avez eue pour notre présentation. Et puis, je vous rappelle que voilà, les différents interlocuteurs de l'I2FE sont en face de vous. Et donc, qu'il convient d'interpeller et de ne pas hésiter à interpeller bah, Magali sur les diplômes fédéraux ou sur le BPGEPS dispensé dans les Hauts-de-France, Lionel Plumnaille sur l'organisation pédagogique du DEGEPS, Pierre Guichot, qui n'était pas parmi nous, mais sur l'organisation pédagogique du DES, et puis bien évidemment Maëva sur toutes les questions relatives aux démarches administratives et aux diverses solutions de financement à mobiliser pour mettre votre apprenant et votre stagiaire dans de bonnes conditions lorsqu'il s'oriente vers l'une de nos formations.
Voilà. Et bien évidemment, rappelez qu'on est en pleine période d'inscription encore sur notre BPGEPS et que les prochains stages qui vous ont été présentés, qui sont au calendrier, sont ceux de éducateur 1 sabre laser dispensé du 24 au 26 octobre. Et puis escrime sur ordonnance, qui est du coup un stage de formation continue dispensé du 17 au 19 novembre. Donc le catalogue a pour vocation d'être encore une fois mis à jour, complété, détaillé au fil de la saison. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. L'idée est de centraliser l'ensemble des informations sur le site internet afin que vous puissiez aussi accéder directement et rapidement à l'ensemble des informations et des questions, enfin obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Eh bien, merci à tous. On va rester connecté encore une petite minute si certains ont des dernières questions à écrire dans le chat. Et sinon, au plaisir de vous croiser sur des stages, sur des compétitions ou dans vos salles d'armes. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.